Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de 9 vies de Peter Swanson, lu par Rémi Vibo. Recroquevillé, endolori, sans lampe de poche dans les ténèbres. 83. Tôt ou tard, juste, pas mal, au moins 35. Mais ajoutez à cela l'effort de comprendre. 3. Digne de compassion. 99. Mortel. 100%. Chiffre qui, pour l'heure, n'a pu être modifié. Wisława Szymborska, contribution à la statistique. Matthew Beaumont, père et mari sans histoire, stressé par les aléas de la vie de famille, réside à Dartford dans le Massachusetts. Jay Coates, aspirant acteur, vit à Los Angeles. Ethan Dart, auteur-compositeur habitant Austin, Texas. Caroline Gates, professeur de littérature à l'Université du Michigan, vit à Ann Arbor avec ses 2 chats. Frank Hopkins, propriétaire de l'hôtel Windward à Kennewick, dans le Maine, où il a toujours habité. Alison Horn vit actuellement à New York au crochet d'un homme marié. Arthur Cruz, infirmier en oncologie endeuillé par la perte de son mari, habite Northampton, dans le Massachusetts. Jack Redbow, homme d'affaires à la retraite fraîchement divorcé, il est retourné vivre dans la maison de son enfance à West Hartford, dans le Connecticut. Jessica Winslow, agente du FBI en poste à l'antenne d'Albany, État de New York. 9. Matthew Beaumont, Jay Coates, Ethan Dart, Caroline Gates, Frank Hopkins, Alison Horn, Arthur Cruz, Jack Rodbow, Jessica Winslow. Chapitre 1. Mercredi 14 septembre, 17h13. À moins d'un empêchement, dont il ne manquait jamais de l'avertir, Jonathan Grant lui rendait visite chaque mercredi. Ce jour-là, sa femme retrouvait ses amis pour une soirée entre filles, quelquefois à Manhattan, mais le plus souvent dans le New Jersey. Jonathan quittait son bureau à 5 heures, et une demi-heure plus tard, il était au studio d'Allison à Gramercy Park. Elle était déjà prête lorsque le concierge lui signala l'arrivée de Jonathan par l'interphone. Elle l'accueillit sur le seuil et il lui offrit une bouteille de Sancerre ainsi qu'un foulard Bulgari qu'elle ne porterait sans doute jamais. Il lui tendit aussi le courrier du jour que le concierge venait de lui remettre. Avant qu'elle puisse le trier, il le lui reprit des mains et la conduisit dans la chambre. Elle portait un peignoir en satin blanc, il aimait la trouver dans cette tenue. Et elle s'allongea sur le lit tandis qu'il se déshabillait. Il était encore pas mal pour un septuagénaire. La chevelure drue, le corps affûté, même si les muscles de son torse et de ses bras commençaient à pendiller. Il s'étendit près d'elle, déjà en érection, les plaques rouges sur son visage et dans son cou trahissant le recours à un stimulant sexuel qu'il avait probablement avalé en quittant le bureau. Il prenait parfois le comprimé en arrivant, auquel cas il buvait la bouteille de vin en attendant qu'il fasse effet. Quand ils eurent fini, Allison prit sa seconde douche de la journée pendant que Jonathan s'assoupissait, puis s'habilla pour sortir dîner, même s'il n'avait rien confirmé à ce sujet. Elle déboucha la bouteille de vin et s'en servit un verre, puis passa en revue son courrier. 2 catalogues, une facture d'American Express et une enveloppe sans adresse d'expéditeur. Elle l'ouvrit par curiosité, en retira une feuille de papier pliée et découvrit une liste de noms. Matthew Beaumont, Jay Coates, Ethan Dart, Caroline Gates, Frank Hopkins, Alison Horn, Arthur Cruz, Jack Redbow, Jessica Winslow. Perplexe, Allison posa la feuille à plat sur la table basse, dans l'intention de la montrer à Jonathan. Un frisson courut sur sa peau et elle secoua ses membres pour le chasser. Il y avait quelque chose de vaguement inquiétant à recevoir une liste de noms inconnus, sans la moindre explication. Elle songea alors qu'il y avait peut-être un lien avec Jonathan. Elle en savait assez peu sur lui, en proportion du temps qu'ils passaient ensemble. Mais une chose était sûre, il était riche. Et les gens riches ont souvent des ennemis. Elle se demanda si l'un des noms qui côtoyait le sien sur la liste lui serait familier. Jonathan apparut justement sur le seuil de la chambre.
Il accepta un verre de vin, puis jeta un regard à la feuille de papier qu'elle lui tendait. « Tu as une idée de ce que ça peut être ?» l'interrogea-t-elle. Il secoua la tête. « D'où ça sort ?»« C'était dans le courrier. »« Il n'y avait rien d'autre ?»« Non ? Bizarre, tu ne trouves pas ?» En effet. Il lui rendit la liste et elle demanda « On va dîner ?» « Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai un dîner de travail dans un restaurant chic avec des gestionnaires de fonds spéculatifs. Désolé, Ali. » Elle haussa les épaules. Dans les premiers temps de leur relation, qui datait d'un peu plus d'1 an, elle montait sur ses grands chevaux chaque fois qu'il l'abandonnait. Mais c'était surtout pour flatter son ego, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que ce n'était pas nécessaire. Il la voyait pour le sexe et la compagnie, et elle pour l'argent. Et peut-être aussi le sexe. Avant de partir, il lui remit une carte Visa prépayée, un cadeau d'anniversaire au cas où le foulard ne lui aurait pas plu. Combien il y a dessus ? Encore une question qu'elle ne se serait pas permise au début de leur relation. « Je te laisse la surprise, » répondit-il, « mais n'essaie pas de t'acheter une voiture. » Après son départ, Alison Horne appela son meilleur ami Doug et lui proposa de sortir dîner. L'addition serait pour elle. Chapitre 2. Jeudi 15 septembre, 10h05. Ce fut le courrier le plus intéressant qu'Arthur Cruz reçut ce matin-là à son retour de chez le kiné. Il ouvrit l'enveloppe d'un geste machinal et découvrit avec une certaine surprise une courte liste de noms où figurait le sien. Il ne reconnaissait aucun des autres. Sa garde d'infirmier dans le service d'oncologie de l'hôpital Cooley Dickinson de Northampton commençait dans 3 heures et il venait d'attaquer la lecture d'un nouveau livre d'histoire médiévale. Depuis qu'il avait terminé Un lointain miroir durant l'été, Arthur avait du mal à quitter le Moyen-Âge. Quelque chose dans le récit de ses vies passées, cette souffrance permanente, cette quête de Dieu, agissait comme un baume, le seul à même d'apaiser son esprit depuis l'accident de voiture qui, presque 1 an plus tôt, avait coûté la vie à son mari Richard et à leur cocker anglais Misty, et l'avait privé en partie, lui, de l'usage de sa jambe gauche. 1 an déjà. Joan, une femme pasteur qui était aussi sa plus proche amie, l'avait averti qu'il ne pourrait pas espérer retrouver un semblant de bonheur et de normalité, retourner à sa vie d'autrefois, avant au moins 2 ans. Mais Arthur avait du mal à y croire. L'année interminable qui venait de s'écouler paraissait vouloir se répéter à l'infini. Rien ne soulageait sa peine. Enfin si. Les ouvrages sur le Moyen-Âge l'aidaient. Il s'installa doucement dans son fauteuil de lecture et reprit le livre de William Manchester, bien moins captivant que celui de Barbara Tuchman. Il s'endormit au bout de 2 pages et se réveilla 1 heure avant le début de sa garde. Sa jambe était toujours au plus mal après sa sieste de midi, et il dut boiter jusqu'à la cuisine pour mettre l'eau du thé à bouillir. Tandis qu'elle chauffait, il jeta un coup d'œil par la fenêtre au-dessus de l'évier et vit le renard qui longeait la lisière du jardin. Reynard, c'est ainsi qu'il l'avait baptisé, se déplaçait vite. Juste avant de disparaître entre les arbres, il regarda vers la maison et Arthur crut distinguer quelque chose dans sa gueule, peut-être un petit rongeur. Il s'en réjouit sans trop savoir pourquoi. La dernière fois qu'il avait aperçu Reynard, sa maigreur et son air dépenaillé l'avaient préoccupé. Le temps était couvert et le saule près du ruisseau arborait ses premières couleurs jaunâtres. Il but son thé devant son ordinateur et réfléchit à la liste qu'il venait de recevoir. De quoi s'agissait-il ? D'un envoi publicitaire automatique ? Un ordinateur à l'autre bout du pays avait-il buggé et expédié des listes de noms au hasard ? Possible. Depuis le décès de Richard, Arthur donnait régulièrement de petites sommes à une flopée d'associations caritatives, si bien que son nom figurait sans doute dans une centaine de bases de données, accolées à la mention « pigeon ». Et puis après, ce n'était pas la fin du monde, et à dire vrai, il aimait bien recevoir du courrier. Arthur faisait partie de ces enfants qui commandaient des catalogues pour le seul plaisir de guetter le passage du facteur, jusqu'à ce que son père s'en aperçoive et qu'il y mette fin. Il termina son thé, confirma par email à Joan qu'il serait disponible le dimanche suivant pour fleurir l'église, puis se prépara pour partir au travail. Chapitre 3. Jeudi 15 septembre, 11h. Ethan Dart entendit le courrier glisser par la fente de la porte d'entrée.
Il remarqua immédiatement l'intrigante enveloppe et l'ouvrit sur-le-champ, espérant qu'il s'agirait de la réponse d'un agent. Il venait de connaître un pic de productivité sans précédent et avait envoyé des démos à une douzaine d'agents artistiques. C'était une goutte d'eau dans l'océan, évidemment, mais il n'avait rien à perdre. L'enveloppe portait le cachet de New York. C'était de bon augure. Et contenait une simple feuille de papier avec une liste de noms. 9, dont le sien. Se pouvait-il qu'un agent l'ait présélectionné avec d'autres artistes en vue de les représenter et qu'on lui ait transmis cette liste par erreur? Il prit la feuille, sa tasse de café, et retourna dans sa chambre où il alluma son ordinateur portable. Il tapa le premier nom, Matthew Beaumont, et auteur-compositeur afin de cibler sa recherche. Cela ne donna rien, du moins rien laissant penser que Matthew Beaumont fût lui aussi un musicien en quête d'agent. Il essaya encore quelques noms, sans conviction, avant d'en conclure que la liste n'avait aucun rapport avec le milieu artistique. Elle lui inspira en revanche une idée de chanson, dont le refrain pourrait donner quelque chose comme « S'il n'en reste qu'un sur ta liste, je serai celui-là ». Ethan attrapa un crayon, retourna la feuille et se mit à griffonner au dos les paroles d'une chanson au country. Liste était un mot très pratique, dans le sens où il offrait un tas de rimes possibles, mais en même temps merdique, car la plupart des mots n'étaient ni très mélodieux ni très poétiques. Finaliste, spécialiste, psychanalyste. Il pondit tout de même 3 couplets et un début de mélodie s'échafauda dans sa tête. Il se versa un autre café, prit sa guitare, et après avoir fumé sa première pipe d'herbe de la journée, décida de travailler le morceau. Puis il ne repensa plus à la liste de noms, jusqu'à beaucoup plus tard dans la soirée, alors qu'il buvait un verre avec Anna Scharfenberg au casino El Camino sur la 6e rue d'Austin. Après 1 heure à échanger des banalités, il essayait de trouver un truc intelligent à dire. « J'ai reçu une liste aujourd'hui dans mon courrier. 8 noms d'inconnus, et le mien au milieu. » « Comment ça ?» Ethan but une gorgée mousseuse de Lone Star à la bouteille qu'il venait de décapsuler. « Eh bien, il y avait une enveloppe à mon attention, et dedans une feuille de papier avec 9 noms tapés dans l'ordre alphabétique, dont le mien. » « Tapée à la machine ?»« Non, mais en tout cas, elle n'a pas été écrite à la main. Imprimée par ordinateur, sans doute. » « Bizarre. »« Ouais. En tout cas, ça m'a inspiré un nouveau morceau. Le dernier sur ta liste. Je l'ai écrit en moins d'1 heure. Un truc à la Eric Church. » Anna, pharmacienne et supportrice acharnée des Longhorns du Texas, nourrissait peu d'intérêt pour les rêves et ambitions artistiques d'Ethan. Il vit son regard se perdre dans le vide à la seule évocation de sa chanson. Il commanda 2 shots de George Dickel, pour lui et pour elle, puis la convainquit de le laisser la raccompagner. Sa colocataire Ashley étant chez ses parents à Dallas, Anna lui proposa d'entrer. Ils fumèrent un joint, regardèrent le début de la famille Tenenbaum avant de faire l'amour sur le futon. « Il faut vraiment qu'on arrête, » dit Anna en revenant de la salle de bain, vêtue seulement d'un de ses vieux maillots de softball. « Pourquoi ?»« Parce que tu sors avec Ashley et que c'est ma coloc. On est un couple libre, c'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. »« Oui, mais c'est ma coloc. Si elle découvre qu'on couche ensemble, ça va créer un malaise. Tu sais, je crois que je me sens mieux quand je suis avec toi. On s'en fiche. » « Pas moi. » Encore une fois, Ethan, tu attaches de l'importance à des détails dont les gens se fichent éperdument. Tu ne t'es toujours pas mis ça dans le crâne ? Anna accepta finalement qu'il reste, mais seulement après qu'il leur eut préparé une omelette au fromage qu'ils mangèrent sur la petite table en formica de la cuisine. Ils s'étaient ensuite plotés dans le lit d'Anna, un simple matelas à même le sol, jusqu'à ce qu'elle lui dise que son somnifère commençait à faire effet et qu'elle devait dormir. Elle se tourna sur le côté et ramena ses jambes contre elle. Ethan laissa sa main posée sur sa hanche et repensa à sa journée. Anna avait peut-être raison quand elle disait qu'il s'attachait à des détails sans importance pour la plupart des gens. Ça pouvait expliquer bien des choses dans sa vie. Juste avant de sombrer, il accorda une dernière pensée à la liste, récita dans sa tête 7 des 9 noms. Il avait une mémoire photographique, mais fut incapable de se souvenir du dernier, sans doute parce qu'il n'y avait pas prêté assez attention. Puis il se répéta mentalement les paroles de sa nouvelle chanson, estima qu'elles étaient nazes, et s'endormit. Chapitre 4. Jeudi 15 septembre, 13h44. Le nom qui avait échappé à Ethan Dart était celui de Jessica Winslow.
Elle reçut la liste le jeudi matin, sous un pli adressé à l'agente spéciale Winslow, antenne du FBI d'Albany. L'enveloppe portait un timbre permanent, un seul, dans le coin supérieur droit, et le cachet indiquait qu'elle avait été postée à New York 2 jours plus tôt. Jessica n'avait pas l'habitude de recevoir du courrier personnel sur son lieu de travail, et encore moins aussi énigmatique. Une simple liste de noms. Des formations professionnelles obligent, elle saisit la lettre par les bords pour la poser sur son bureau. Puis elle appela son supérieur direct, Aaron Berlin. « Tu connais un de ces noms ?» s'enquit-il 5 minutes plus tard en scrutant la liste par-dessus l'épaule de sa collègue. Elle les relut une énième fois en silence. « Le seul qui me soit familier, c'est Arthur Cruz. Mais c'est juste parce que mon père nous parlait souvent d'un ami à lui qui s'appelait Art Cruz, il me semble du moins. Par contre, j'avais toujours supposé que ça s'écrivait Cruz, comme Tom Cruise. Tu ne l'as jamais rencontré ? » ?»« Non, il l'évoquait seulement. Chaque fois qu'il était question d'une maison en bord de lac dans une conversation, mon père ne pouvait pas s'empêcher d'en parler. Quand j'étais étudiant, j'ai passé un été dans la maison d'Art Cruz au bord d'un lac. On n'arrêtait pas de le chambrer. Je crois que c'est pour ça que je m'en souviens. C'est un nom peu courant. »« Quoi, Cruz ? Je dirais pas ça. Il est assez répandu chez les Allemands. J'ai cherché sur Google et j'ai trouvé plusieurs Arthur Cruz. Ils étaient tous allemands. Des Allemands d'Allemagne. Jessica pivota dans son fauteuil et leva les yeux vers Aaron. Elle avait rarement eu l'occasion de l'observer sous cet angle et remarqua la quantité de poils sombres dans ses narines. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Il haussa les épaules. « En voilà pour analyse si tu veux. C'est peut-être rien. Un simple bug informatique dans une société de routage publicitaire. Possible. » Une fois Aaron parti, Jessica glissa la lettre et l'enveloppe dans 2 sachets en plastique qu'elle déposa dans la bannette à destination du labo. Elle se replongea ensuite dans le dossier du procès de William Bundy, une affaire de meurtre dans laquelle elle était citée à témoigner par le ministère public la semaine suivante. Elle continuait d'espérer qu'une négociation l'en dispenserait, mais il paraissait de plus en plus évident qu'elle n'y couperait pas. William Bundy était un agent de police de Stark, une bourgade de l'État de New York, qui avait tué son ex-femme chez elle en simulant un cambriolage. Le bureau avait reçu les échantillons de sang et les photos de la scène de crime et Jessica avait été chargée de l'enquête. En règle générale, témoigner au tribunal ne lui posait aucun problème particulier. Seulement Bundy avait choisi pour avocat Elliot Skenderian, un connard qui avait le don de lui taper sur les nerfs. Si Jessica avait eu un jeu de fléchettes, elle aurait volontiers collé le visage de Skenderian sur la cible. Avant de quitter son bureau, peu après 5 heures, elle jeta un nouveau coup d'œil à la liste de noms sibyllines et les recopia sur son téléphone. Peut-être poursuivrait-elle ses recherches sur Google ce soir en regardant quelques épisodes de The Good Wife. S'il y avait un lien entre elle et ces gens, elle le trouverait. Internet n'avait pas de secret pour elle. Elle ne fut guère surprise de voir Aaron Berlin au clubroom après le travail. En revanche, elle fut très étonnée qu'il ne soit pas seul dans le box. Roger Johnson, un agent sur le départ, était assis en face de lui. En apercevant Jessica, Johnson l'invita à leur table. « Merci, mais je mange au bar avec Anthony, » répondit-elle. Un verre de pinot noir l'attendait sur le comptoir quand elle prit place sur le tabouret en cuir. Elle se demanda un instant ce que ses collègues penseraient en la voyant dîner seule. Merde, après tout. Johnson allait être muté au bureau de Schenectady. Quant à Berlin, qu'il aille se faire foutre. Elle but lentement son vin en remplissant les mots croisés du Times. Anthony, le barman, les dents entre 2 taches, puis commanda un second verre ainsi qu'une demi-portion de penne à la puttanesca avec une salade composée. Sa grille terminée, avec seulement un doute sur un mot, elle replia le journal, le rangea dans son sac à main, puis régla sa note et se leva pour partir. « 2 belvédères, s'il te plaît, Anthony, » dit Aaron en s'asseyant sur le tabouret à côté du sien. « On the rocks. »« Non merci, Aaron. J'étais sur le point d'y aller. » Par-dessus l'épaule de son collègue, elle vit Roger Johnson se diriger vers la sortie. « Juste un verre, Jess, s'il te plaît. » Elle accepta, et à sa surprise, elle eut droit à quelques questions sur son emploi du temps des derniers jours avant qu'il en vienne à son sujet de prédilection, leur liaison et les raisons de leur rupture. « Tu es marié ?» lui rappela-t-elle. « Si on veut, pas vraiment. Ma femme me trompe, je le sais. C'est pas ça le problème. » « Alors c'est quoi ? » « Franchement, je ne suis même pas certaine d'avoir envie d'une relation. Mais même si c'était le cas, ce serait avec un mec de mon âge.
sans femme ni gamin, qui ne travaille pas avec moi et qui ne soit pas narcissique. Ton mec, là, m'inspire pas confiance. » Jessica sourit, même si sa tentative d'humour était le genre de comportement qu'elle ne supportait plus chez lui. Au commencement de leur relation, les choses étaient vraiment intenses. Bien sûr, Aaron était un peu un connard. Elle l'avait toujours su, mais il prenait son travail au sérieux. Il avait de l'empathie et dans les premiers temps, pendant une semaine, elle avait cru à la possibilité qu'il soit en train de tomber amoureux. Elle prit une petite gorgée de vodka et sentit ses lèvres légèrement engourdies. Elle avait vraiment eu tort d'accepter ce dernier verre. Elle décida de changer de sujet. « Alors, tu ne la trouves pas bizarre, cette liste que j'ai reçue par courrier ?» Aaron essayait de capter le regard d'Anthony pour qu'il lui resserve la même chose. « Quoi, ta liste de noms? Elle t'inquiète ?»« Inquiète, non. Disons qu'elle m'intrigue. C'est tout de même inhabituel. » « C'est sûr. Si tu veux, je demanderai à Rick de recouper les noms avec le fichier. Il dégagera peut-être un lien. Si ça se trouve, vous avez tous décroché un week-end de 3 jours dans une villa en Floride aux frais de la princesse. » « Non, tu as raison. Ça doit être un logiciel de publipostage qui a bugué. » Les 2 autres vodkas arrivèrent et Jessica avisa le verre, consciente que sa décision de le boire ou pas déterminerait la suite de sa soirée. Passer une bonne nuit ou finir au lit avec Aaron. Elle enfila son manteau. « Désolé, Aaron, j'ai besoin de me coucher tôt. » Il esquissa une moue et répondit. « Ok, alors on déjeune ensemble bientôt? Sans problème. » Anthony lui coula un regard dans lequel elle crut percevoir une pointe d'approbation. Même s'il ne lui avait jamais avoué, Anthony ne portait pas Aaron dans son cœur. « Tu pars déjà ?» demanda-t-il avec un sourire narquois. « Oui, Anthony. Encore merci, et dis à Maria que les penne étaient délicieuses. » Anthony tendit le bras pour reprendre la vodka de Jessica, mais Aaron l'arrêta. « Laisse, Tony, on la garde. » Il transféra le contenu du verre dans le sien tandis que Jessica nouait son écharpe autour de son cou. Puis elle se retourna et fila avant de changer d'avis. Elle avait vraiment besoin de se coucher tôt. Chapitre 5. Jeudi 15 septembre, 14 heures. Le jeudi était le jour où Caroline Gates tenait sa permanence. 2 heures qu'elle avait pris l'habitude de consacrer à écrire au calme, en raison du faible nombre d'étudiants qui franchissaient la porte de son bureau. Ce jeudi-là, il n'y en eut qu'une, Hélène Cheong. Elle se présenta sans rendez-vous, alors que 2 autres élèves venaient de lui faire faux bond. Caroline enseignait depuis assez longtemps maintenant, une 12aine d'années, pour savoir que l'essor des messages électroniques avait profondément transformé la relation étudiant-professeur. Aujourd'hui, les élèves faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour s'acquitter de leurs obligations par email ou par le biais du site Wiki qu'elle avait mis en place pour accompagner ses cours principaux. Ils envoyaient tout par courrier électronique, devoirs en retard, mots d'excuses, et même leurs compliments pour grappiller quelques points de moyenne. L'an dernier, un de ses étudiants était allé jusqu'à lui faire des avances, lui semblait-il, même si après 20 années passées à analyser des textes, elle n'était toujours pas sûre de savoir ce qu'il avait entendu par « Dommage que vous ne soyez pas ma prof particulière, si vous voyez ce que je veux dire. JDC. » Il lui avait fallu une matinée pour saisir que JDC signifiait « je déconne ». Le visage baigné de larmes, Hélène tentait de lui expliquer qu'elle était arrivée en retard le jour de l'interrogation surprise en début de semestre à cause d'un problème de réveil défectueux. « J'ai quand même le droit de la repasser, » répéta-t-elle pour la seconde fois. « Ce n'est pas juste. » « C'était une interrogation surprise, Hélène. Elle n'aura qu'un tout petit coefficient dans ta note finale. »« Mais il me faut un A dans cette matière. » « Dans ce cas, voilà ce qu'on va faire. Je vais te donner une nouvelle interrogation surprise, là, maintenant. » Caroline arracha une feuille de papier de son bloc et griffonna 3 nouvelles questions sur un poème de Wordsworth qui n'avait pas été étudié en classe, mais que ses élèves étaient censés avoir travaillé à la maison. Elle fit glisser la feuille vers son étudiante et lui annonça qu'elle disposait de 10 minutes. « Ce ne sont pas les mêmes questions ?» fit remarquer Hélène, 2 plis se dessinant sur son front parfaitement lisse. « Non, c'est une nouvelle interrogation. » Caroline sortit un livre et fit mine de le lire, tout en regardant la jeune fille se mordiller la lèvre inférieure, si fort qu'elle y laissait des petites marques de dents. « Je ne savais pas qu'on était censé connaître toutes les dates par cœur. Fais de ton mieux et au moins tu éviteras un 0. » Hélène se pencha au-dessus de la feuille et gribouilla quelques réponses. Juste avant que Caroline lui annonce que le temps était écoulé, elle poussa la feuille en travers du bureau. « Quand même, ce n'est pas juste, » marmonna-t-elle, si bas que Caroline l'entendit à peine.
On se revoit la semaine prochaine, en classe, lança Caroline. Et Hélène se leva et partit comme une furie, son portable en main. Elle était probablement déjà en train de rédiger un texto pour se plaindre que sa prof de littérature était une connasse. Peu importe, songea Caroline. Sa permanence se terminait dans 20 minutes. Elle vérifia ses emails. Constatant qu'aucun d'eux n'était urgent, elle ouvrit celui de David Latour, un collègue de l'université McGill, dont elle avait fait la connaissance 2 semaines auparavant lorsqu'elle avait fait sa présentation sur Johanna Baillie, poétesse écossaise du XIXe siècle, à la conférence des théories académiques de Toronto. Il écrivait pour lui dire combien il avait apprécié son intervention, mais aussi pour partager un texte dont il pensait qu'il pourrait lui plaire. Il s'agissait d'un poème de Louis MacNeice, poète irlandais du XXe siècle, intitulé Wolves. Il commençait par ce vers. « Je ne veux plus être un homme réfléchi. » Depuis qu'elle l'avait lu, Caroline n'arrivait plus à se le sortir de la tête. Elle relut le poème et faillit écrire à David pour lui redire qu'il lui plaisait, mais s'arrêta. Elle l'avait déjà contacté une fois et savait qu'elle le reverrait sans doute et pourrait alors le lui dire en personne. Sa permanence terminée, elle traversa le campus jusqu'à sa Prius, puis regagna sa petite maison dans le quartier de Waterhill à Ann Arbor. Elle était partie ce matin-là en laissant Fabuleux, son aventurier de chat, dehors, et fut soulagée de l'apercevoir sous la véranda. Soulagée aussi qu'il n'ait pas déposé la dépouille d'un oiseau sur le paillasson. Il la suivit à l'intérieur, ses oreilles grises rabattues vers l'arrière, et fonça vers sa gamelle dans la cuisine. Estrella, sa timide chatte rousse tigrée, sauta sur la table de la salle à manger pour venir la saluer. Triant son courrier, Caroline mit de côté une enveloppe blanche portant son adresse imprimée sur une étiquette dans une police courrier. Dans le coin droit était collé un timbre permanent représentant le drapeau américain. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur. Malgré son aspect officiel, le pli avait quelque chose de personnel. Elle posa sa facture d'assurance et les lettres de sollicitation de diverses associations pour le bien-être animal. PetSmart avait de toute évidence revendu ses coordonnées et glissa un ongle non verni sous le rabat. À l'intérieur, il n'y avait qu'une simple feuille de papier imprimée par ordinateur. Même police de caractère que pour l'adresse. Matthew Beaumont, Jay Coates, Ethan Dart, Caroline Gates, Frank Hopkins, Alison Horn, Arthur Cruz, Jack Redboth, Jessica Winslow. Caroline vérifia si l'enveloppe contenait autre chose, mais non, rien de plus que cette liste de noms, dont aucun ne lui était familier à part le sien. Estrella essayait de frotter son nez contre le bord de la feuille, tandis que Fabuleux miaulait bruyamment dans la cuisine pour réclamer sa pitance. Une pensée horrible traversa l'esprit de Caroline. C'est une liste de condamnés. Quelqu'un nous a marqués du sceau de la mort. Cela lui vint de manière automatique, tout comme elle pensait automatiquement chaque fois que le téléphone sonnait, qu'on l'appelait pour lui annoncer une indicible tragédie. Elle relut la liste, puis rit intérieurement de sa propre morbidité. Évidemment, s'il s'agissait d'une liste de personnes vivantes, alors tous ces gens étaient condamnés à mourir, tôt ou tard. Il n'empêche que cette lettre avait quelque chose d'inhabituel et d'angoissant. Elle lui rappelait un roman de Muriel Spark, Memento Mori. Sans doute décortiquait-elle trop ce qui n'était sûrement qu'une banale suite de noms. Mais c'était à cela qu'elle occupait sa vie, et en cela que consistait son métier, décortiquer. « Je ne veux plus être un homme réfléchi », récita-t-elle dans sa tête. « Envier et mépriser les choses irréfléchies. » MacNeice soulevait là un point intéressant. Même s'il faisait certainement plus allusion au contexte politique en Allemagne dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale qu'à la tendance de certaines personnes à la suranalyse. En dehors de ses cours, Caroline s'autorisait parfois à interpréter une œuvre littéraire dans un cadre personnel. Quel était le vers suivant ? Peut-être bien « Je ne veux pas être un cœur tragique ou philosophique ». Un autre vers, puis « Et après cela, laisser la mer nous recouvrir ». Elle se dit que ce soir, elle apprendrait peut-être le poème dans son intégralité. C'était la seule bonne chose que sa mère lui avait enseignée, mémoriser et réciter de la poésie. Caroline gratouilla le cou d'Estrella et sentit les vibrations de ses ronrons sous ses doigts. Elle regagna la cuisine pour nourrir Fabuleux.
Chapitre 6. Jeudi 15 septembre, 12h33. Il parcourut la liste, la jugea sans intérêt et la balança dans la poubelle de la cuisine. Ce jour-là, Jay Coates avait un callback pour une publicité et se sentait moyennement confiant quant à ses chances d'être sélectionné. C'était un spot pour du riz express, et il jouait le rôle d'un chef étoilé conquis par cette merde instantanée. Il avait rendez-vous à Burbank à 3 heures, ce qui lui laissait 2 heures avant de prendre le volant de sa BM. Bien qu'il fût déjà sorti courir au saut du lit, il s'installa sur son rameur et fit une bonne heure d'exercice. Il en profita pour regarder l'épisode de NCIS dans lequel son ami Madison avait décroché un rôle. Ça traînait depuis des semaines sur son disque dur, et elle n'arrêtait pas de lui demander ce qu'il en avait pensé. Ce qu'il en avait pensé? On parlait de NCIS, bordel! Elle avait 2 misérables scènes et 3 répliques en tout et pour tout. Elle campait une coach personnelle dans une salle de sport, et le réal s'était assuré que ses seins soient cadrés bien serrés dans chaque scène. À tous les coups, il les croyait vrais. Après avoir visionné l'épisode en entier, Jay fut soulagé à 2 titres. D'abord, c'était un rôle minable. Ensuite, Madison jouait comme une merde. La seule raison qui l'avait poussé à différer le visionnage de cet épisode potentiellement clé dans la carrière de son ami était la crainte qu'elle ait crevé l'écran et qu'elle puisse décrocher d'autres rôles. Dans l'état actuel des choses, il ne l'aurait pas supporté. Après avoir garé sa voiture sur une place visiteur devant le bâtiment qui abritait les bureaux de l'agence Bushman Creative, Jay sniffa rapidement 2 lignes de la coke qu'il avait gardée pour l'occasion, puis traversa l'asphalte qui collait aux pieds sous les 30 degrés, priant qu'il ne se mette pas à transpirer avant son essai. La fille à l'accueil, une mollassonne à l'accent provincial, l'installa aussitôt dans la salle d'attente. Elle lui proposa de l'eau, en bouteille, qu'il refusa, demandant à la place de l'eau du robinet. C'était une idée de Madison. Ça montrait selon elle qu'on avait la tête sur les épaules. Il débita son texte devant les 2 rédacs, des connards peut-être bien plus jeunes que lui, quoique, et Amy Bushman, la directrice de l'agence, qui avait trouvé 5 minutes dans son emploi du temps pour passer en coup de vent. En ressortant, Jay croisa Dan Sweden dans la salle d'attente. Ils s'ignorèrent avec brio. 1 heure plus tard, Jay reçut un appel de son agent. Il n'était pas pris. Mais Amy avait été impressionnée par son jeu et si quelque chose d'autre se présentait, etc., etc. Jay était en train de se balader dans le centre commercial de Brentwood Country avec l'intention de se payer une nouvelle paire de baskets chez James Peirce. Il mit le cap vers Barney's Burgers, où il commanda des onion rings, s'assit à une table et, bouillant dans sa frustration, se chercha une proie. Il finit par la repérer 25 minutes plus tard, alors qu'il terminait ses oignons frits. La candidate idéale, à peine 30 ans, blonde, pantalon de yoga, pas vraiment aussi jolie qu'elle se l'entendait répéter, et surtout, seule. Il se mit à la suivre, se fondant habilement dans la masse sans jamais la laisser sortir de son champ de vision. Elle entra chez Louboutin, où elle se fit passer pour une femme qui avait les moyens de s'offrir une paire de chaussures. Il entra à son tour et demanda à la vendeuse derrière la caisse si Tracy travaillait toujours là. D'abord perplexe, elle finit par lui répondre « Vous voulez dire Teresa ?»« Voilà, c'est ça. Elle travaille seulement les week-ends. » Jay la remercia et ressortit du magasin en même temps que la blonde. Il la talonna jusqu'au parking et la regarda monter à bord d'une Honda Civic bleu métallisé, sans doute un cadeau de son papounet pour ses 25 ans. « C'est une voiture très fiable, ma puce !» avait-il dû ajouter, et elle de l'embrasser sur la joue en lui disant combien elle l'aimait. La blonde démarra et se dirigea vers la sortie du parking. Jay trottina jusqu'à sa BM et retrouva la fille sur San Vicente, roulant vers l'est. Il la pista jusqu'à Koreatown et mémorisa sa plaque. Bientôt, elle se gara devant un petit immeuble en stuc, dont elle franchit les portes vitrées 1 minute plus tard à l'aide d'une clé accrochée au même anneau que celle de sa voiture. C'était ici qu'elle habitait. Jay s'arrêta sur le parking du supermarché d'en face afin de pouvoir surveiller l'immeuble. Il s'alluma l'une des 2 Parliament qu'il s'autorisait à fumer quotidiennement, puis prit son téléphone et se rendit sur Instagram où il tapa #Brentwood Country Centre commercial sans conviction. Mais il ne fut pas complètement étonné lorsqu'il vit s'afficher la photo la plus récente. Un gros plan d'un latte dont la mousse tournoyait pour former un cœur, posté par une certaine Abby Britell.
La plupart de ses publications étaient des selfies et il confirmait qu'il s'agissait bien de la blonde qu'il avait suivie. Elle se présentait comme actrice, écrivaine et professeure de tai chi. L'affaire était dans la poche. Il la tenait. Il avait son nom, ses photos. Il connaissait son adresse et sa voiture. Jay savait désormais sans l'ombre d'un doute qu'il pourrait la tuer dans les prochaines 24 heures et que jamais personne ne le soupçonnerait. Il y avait zéro lien entre Jay Coates, résident de West Hollywood, et Abby Brittel de Koreatown. Il voyait d'ici les gros titres. Une jolie jeune femme blanche assassinée à Hollywood. L'info serait partout. Il se mit à imaginer comment les choses pourraient se goupiller, mais il s'arrêta. Il aurait tout le temps d'y penser. Pour l'heure, le seul fait d'avoir découvert son nom et son adresse avait déclenché en lui une montée d'adrénaline. Il se sentait littéralement euphorique quand il sortit du parking pour rentrer chez lui. Il avait espéré que la sensation durerait tout au long du trajet, mais ce ne fut pas vraiment le cas. Pister cette fille avait été un jeu d'enfant. Il était peut-être temps de passer à la vitesse supérieure et de s'en prendre physiquement à ces pétasses prétentieuses. Juste pour voir. Ce soir-là, après avoir fait une série de 100 pompes, puis effectué ses soins du visage quotidien, il appela Madison pour lui dire qu'il avait regardé son épisode de NCIS. « Ah, enfin! Alors? J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Tes seins, je sais, ils rendent super bien. Et j'ai eu 3 répliques, tu te rends compte? Techniquement, tu n'en as que 2. Ah oui, peut-être, c'est vrai. Mais tu t'es très bien débrouillé. Ça va peser lourd sur ton CV, m'a dit. Tu peux être contente. Trop bien. Merci, Jay. Il ne lui dit rien sur son propre casting, mais avant de raccrocher, il glissa tout de même. Les maquilleuses sur NCIS sont vraiment des pros, hein. Pourquoi? Rappelle-toi, tu te faisais du souci à cause de cette poussée d'acné, mais ça se voit à peine. Enfin, moi, je l'ai vu, mais seulement parce que je le savais. Le maquillage a vraiment bien camouflé. C'est vrai, admit-elle avec une pointe de dépit. Les maquilleuses ont assuré. Jay perçut le léger changement dans la voix de son ami. Il se hâta de raccrocher et se coucha. Il s'endormit en essayant d'imaginer ce qu'il ressentirait s'il trouvait le courage de rendre visite à Abby Brittel ou à une autre de ses actrices manquées et de leur infliger les choses qu'il avait en tête. Histoire de leur montrer qui commandait. Il laissa sa main descendre sous les draps et empoigna sa verge, maintenant dure comme une barre de fer, mais ne s'autorisa pas à aller plus loin. Il repensa encore une fois à Abby Brittel, et tout à coup Abby céda la place à Amy Bushman. Amy n'a pas voulu de toi, Jay, mais tu lui as fait une bonne impression. Il rêvait de l'attacher et de lui enfoncer une vraie barre de fer dans la gorge pour qu'elle s'étouffe. Cette pensée suffit à le calmer pour qu'il parvienne à s'endormir. Chapitre 7. Jeudi 15 septembre, 17h15. Chaque jour, sur la route du retour après le travail, 40 minutes de solitude qui passaient beaucoup trop vite, Matthew Beaumont faisait l'inventaire de sa vie. C'était un rituel, un moyen de faire le point sur ce qui allait et ce qu'il devait améliorer. Ce soir-là, il examina d'abord le cas d'Emma, sa fille aînée. C'était une adorable élève de 5e qui, à l'image de sa mère, commençait à montrer des signes d'anxiété et d'insécurité. Mais sa gentillesse compulsive et sa nature accommodante la rendaient presque invisible dans le chaos du quotidien. « Fais attention à elle », s'admonesta-t-il. « Rappelle-lui qu'au bout du compte, tout finit par s'arranger. » Alex, bientôt 8 ans, avait enfin reçu un diagnostic officiel. Il souffrait non seulement d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, mais aussi d'un trouble oppositionnel avec provocation, ce qui expliquait la plupart de ses problèmes de comportement. La plupart, mais pas tous, comme Nancy le lui rappelait. La pose du diagnostic était cependant une première étape primordiale qui permettrait au système scolaire de mettre en place un projet éducatif adapté. Quant à Joshua, son petit dernier, il n'avait pas de problème particulier, à l'exception d'infections des sinus récurrentes. Il fallait qu'il reparle des médecines alternatives avec Nancy, prompte à le gaver d'antibiotiques. Mais ce n'était sans doute pas le bon soir. On verrait ce week-end, tout dépendrait de son humeur. Il arriva dans Trail Ridge Way, longue route aux demeures espacées qui se terminait en un cul-de-sac délimité par 3 maisons flambant neuves, bâties chacune dans un style propre. La sienne était italianisante, l'extérieur du moins, car l'intérieur relevait très nettement du modèle palladien. Était-ce le bon terme?
Songer à sa maison le fit penser à Nancy. Comment allait-elle en ce moment? Mieux ou moins bien? Il ne savait plus trop car ces dernières semaines, les pensées obsessionnelles de sa femme avaient plus été tournées vers Alex et les examens visant à déterminer sa pathologie que vers la supposée liaison de Matthew avec sa nouvelle secrétaire. Évidemment, Nancy se fourvoyait au sujet de la liaison. En dehors d'un fantasme occasionnel, impliquant en général Hélène Mathisen, la directrice du service juridique, Matthew avait toujours été fidèle en 15 années de mariage. Il était bien allé boire quelques verres avec son équipe en juillet dernier et avait effectivement raccompagné Jada Washington à pied jusqu'à son appartement dans le South End avant de retourner chercher sa voiture dans le Back Bay. Mais ce soir-là, Matthew avait davantage vu en Jada, qui avait surtout parlé de son obsession pour la série de romans fantastiques The Mortal Instruments, un reflet de sa propre fille qu'un potentiel objet de désir. L'erreur qu'il avait commise avait été de raconter sa soirée à Nancy. Il pensait qu'elle serait amusée d'apprendre que l'assistante de direction de son mari avait autant de points communs avec le radeau de 12 ans. Mais Nancy n'avait pas été amusée et l'avait accusée d'infidélité toute la nuit. Elle s'était finalement résignée à croire qu'il ne s'était rien passé, mais Matthew avait encore dû la convaincre que ça ne lui avait même pas effleuré l'esprit. Cela faisait plus d'une semaine qu'elle n'avait pas abordé le sujet. Peut-être l'avait-elle enterré pour de bon, avec un peu de chance. Il rangea sa Lexus dans le garage 4 places et resta assis un moment à écouter sa compilation des Foo Fighters avant de rejoindre Nancy qui l'attendait dans la cuisine, adossée à l'îlot, brandissant une feuille de papier. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il. « À toi de me le dire. » Il s'avança avec précaution quand Alex fit irruption dans la pièce, vêtu de la panoplie de ninja complète, avec un sabre de samouraï en plastique qu'il s'était d'ores et déjà choisi pour Halloween. Tout en déjouant les attaques répétées du garçon, Matthew se saisit du papier que lui tendait Nancy. Il s'agissait d'une liste d'une dizaine de noms, dont le sien. Aucun des autres ne lui était familier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il avant de se tourner vers son fils et de hurler. « Ça suffit, Alex !»« J'en sais rien. C'est arrivé pour toi dans le courrier d'aujourd'hui. De toute évidence, je n'étais pas censé l'avoir. Et j'aurais préféré d'ailleurs. Mais maintenant, j'aimerais savoir ce que c'est. Une sorte de code, sans doute. Je n'en ai pas la moindre idée. Alex, ça suffit maintenant. Va voir Joshi et demande-lui s'il veut jouer avec toi. Pourquoi fais-tu cette tête, Nancy? À quel genre de code est-ce que tu penses? Je ne comprends pas ce que c'est. Moi non plus. Il s'agit sûrement d'une erreur. Qu'y avait-il sur l'enveloppe? Nancy se retourna vers le comptoir en granit et récupéra l'enveloppe dans la pile de courrier. Emma entra à cet instant et embrassa son père, tandis qu'Alex sortait en trombe pour aller chercher son jeune frère, sans doute planqué quelque part. Joshua était le seul enfant de 6 ans dans tout le pays à ne pas aimer jouer à la bagarre. « Rien, justement, » répondit Nancy. « C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. » Emma prit la feuille de papier des mains de son père et la lut. « Je t'assure, Nancy, je n'ai aucune idée de ce que c'est. »« Il y a une Abby Horn dans mon école, » dit Emma, « mais je ne crois pas qu'il y ait d'Allison. »« Laisse tomber, » répondit Nancy en se versant un verre de vin blanc. « J'ai trouvé ça louche, mais je me suis fait des films. »« Tu t'imaginais quoi, maman ?» s'enquit Emma d'une voix presque dédaigneuse. Matthew avait constaté qu'en grandissant, Emma était de plus en plus critique envers sa mère, comme si elle commençait à reconnaître certains des aspects les plus instables de sa personnalité. Cette idée n'avait rien de rassurant. Joshua arriva dans la cuisine en pleurant, une longue marque rouge zébrant sa joue. Matthew s'en alla trouver Alex. Le sabre de samouraï avait été une très grosse erreur. Chapitre 8. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.